AFG. Ensemble, transformons l'énergie. Nous allons parler géopolitique de l'énergie et du gaz. Je pense qu'un élément fort de cette crise que nous vivons, en termes de prix comme en termes de sécurité d'approvisionnement, est que l'énergie est clairement une marchandise pas comme les autres. L'énergie, c'est le sang qui coule dans les veines de l'économie. Rien ne peut fonctionner sans l'énergie. Ça représente à peu près 2 trillions de dollars d'investissement en 2021. Donc c'est considérable. Donc au passage 40% vers la transition énergétique, ce qui est nouveau. Et en même temps, le pétrole et le gaz sont des éléments fondamentaux non seulement de l'économie mondiale, mais de la politique mondiale. La Russie a vécu longtemps sur cela et a développé une politique de puissance d'abord basée sur l'utilisation de ses ressources énergétiques, avant que ça ne devienne malheureusement récemment aussi une traduction militaire. Mais le fait de disposer de réserves très importantes de pétrole et de gaz ont fourni à la Russie la base de ses relations économiques avec l'Europe pendant des décennies, et en même temps un élément extrêmement important de toute sa politique extérieure. Donc beaucoup n'ont pas voulu comprendre ou entendre cela en Europe, malgré des avertissements sérieux dès 2005, 2006 et 2009. Nous avons connu les premières utilisations de l'énergie comme une véritable arme, laissant des centaines d'usines sans énergie et des millions de personnes sans chauffage. Donc il est très important aujourd'hui d'avoir une analyse réaliste, sérieuse de la situation, tant en termes de prix qu'en termes de sécurité d'approvisionnement, sans oublier évidemment le défi climatique, afin de dégager dans un second temps des voies de sortie. Parce que la crise n'a qu'un temps. La crise, c'est un moment. Elle ne va pas durer, heureusement, éternellement. Il faut donc en identifier les moyens de sortie pour en sortir plus rapidement et pour en sortir plus fort. On a eu un certain nombre d'éléments déjà avancés ce matin, en début de matinée, mais il faut poursuivre résolument dans cette direction. Et donc, je voudrais entamer les débats avec l'ensemble des membres de ce panel, en commençant par vous, Nicolas, donc manager de consulting, Columbus Consulting, et en vous demandant votre analyse sur l'envolée des prix de l'énergie et du gaz, mais aussi sur votre appréciation des mesures prises en termes de protection, y compris de protection des consommateurs, et également le débat qui a été évoqué avec les deux intervenants précédents, les présidents d'Engie et de Total, sur un prix plafond du gaz. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ou une solution fausse, en combinant à nouveau à la fois le double objectif de sécurité d'approvisionnement et de compétitivité? Je vous en prie. Merci, Monsieur Ristori. Et effectivement, c'est important de rappeler que l'énergie, il y a un sujet coût, mais il y a un sujet politique derrière. Parce que j'ai entendu la table ronde juste avant nous dire qu'on avait un marché libéralisé qui fonctionnait bien et qu'on a oublié de faire les stress tests. En fait, ce qu'on a oublié là-dedans, c'est surtout le risque politique. Parce qu'il faut bien rappeler que les prix de l'énergie ont augmenté avant
la guerre en Ukraine. C'est pas seulement la guerre qui a fait monter ces prix. Nous, on a eu une montée des prix déjà début 2021, premier trimestre 2021, parce qu'on avait enlevé des quotas de CO2 sur les marchés, ce qui a joué à la hausse sur le prix des moyens de production fossiles. Donc ça, c'est une décision politique. Et derrière, on a un acteur qui a arrêté de participer aux enchères de nomination. Donc nous, nous Européens, on leur a dit, oui, Gazprom, vous jouez pas le jeu. Vous jouez pas le jeu de participer aux enchères de nomination alors qu'il y a de l'argent à gagner. Et Gazprom disait, non, ça nous intéresse pas. Nous, on vous donne le gaz que vous avez acheté avec des contrats long terme, c'est ce qui permet d'établir des partenariats politiques. Vous pouvez ouvrir Nord Stream 2. Alors Nord Stream 2, un projet qui a commencé en 2015, après l'invasion de la Crimée, je tiens à le rappeler, où on nous a dit que c'est un projet commercial. On voit bien que ce n'était pas un projet commercial, c'était aussi un projet politique, et mi-2021, Gazprom disait bien, non, si vous voulez plus de gaz, vous souscrivez des contrats long terme, et vous ouvrez Nord Stream 2 pour qu'on évite de payer des droits de transit. Donc on voit bien là que faire un marché libéralisé avec une fixation du prix, c'est très bien, mais on a besoin des régulations. Ça s'est joué aussi sur le stockage. Monsieur Pouyanné le rappelait juste avant. Pourquoi est-ce que la France a régulé son stockage ? La France a régulé son stockage parce qu'à la base, on les utilisait pour gérer le spread de prix hiver-été. Et quand on a vu que ce spread ne couvrait pas les coûts de stockage, les stockages étaient vides et on a dit oui, mais il faut les remplir. C'est une question de sécurité d'approvisionnement. Et là, on a mis en place une régulation. Ça a été fait dans d'autres pays. Heureusement qu'on l'avait fait, mais on ne l'a pas fait pour une question de prix ou de compétitivité. Non, on l'a fait pour une question de sécurité d'approvisionnement. Donc c'est là qu'on voit le poids de la politique là-dedans. Donc maintenant, sur les réformes du market design. Oui. Justement, sur la question des prix, c'est important ce que vous avez dit, parce qu'il faut avoir bien à l'esprit que l'envolée des prix a démarré avec la reprise économique post-Covid, et avec aussi ce qui a été évoqué, si on se souvient bien par M. Pouyanné, à savoir une demande très forte d'énergie, en provenance aussi d'Asie et d'Amérique du Sud. Nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Et donc, ces éléments ont contribué à faire augmenter les prix, et ça a été évidemment aggravé par ensuite le conflit militaire. Par ensuite le conflit militaire. Et là-dessus, il faut rappeler que les 3/4 du gaz naturel liquéfié, normalement, ils partent en Asie. Ils partent au Japon, en Corée du Sud, en Chine. C'est la partie mondialisée du gaz, alors que normalement, ça se transporte plutôt par tuyau. D'ailleurs, on se posait la question de pourquoi garder des infrastructures de regazéification en Europe, alors qu'en 2019, il y a encore un article des Échos que je sors régulièrement parce que je l'adore, qui disait l'Europe déborde de gaz, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce gaz ? On voit bien en fait que garder ces terminaux de GNL, c'était pas seulement une question de prix, mais une question de sécurité d'approvisionnement. Alors ensuite, sur la réforme du market design et comment plafonner des prix. Alors j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'il existe un moyen de plafonner des prix. Ça s'appelle les contrats long terme. C'est-à-dire que quand vous faites des contrats long terme, vous vous engagez sur 10, 20, 30 ans, il peut y avoir une indexation et vous vous engagez sur un volume et sur un prix qui peut être indexé, qui peut varier, mais qui bouge dans un couloir. Donc ça, c'est ce qui permet à la fois de sécuriser l'approvisionnement, de partager les risques entre le producteur et le consommateur, mais ces contrats long terme, on les avait abandonnés. Pourquoi est-ce qu'on les avait abandonnés ? Parce qu'en 2015, quand personne se plaignait des prix de marché, on a eu alors c'est avant 2015, pardon, c'est plutôt 2012-2013, on avait des prix de marché qui étaient extrêmement bas. Et moi, je me rappelais qu'il y avait des discussions politiques de dire mais pourquoi est-ce qu'on paye aussi cher le gaz alors que le prix de marché est bas ? Et j'avais dit mais le prix de marché, c'est un prix de marché, si vous voulez le gaz tout de suite, mais vous le voulez tout de suite, mais vous le voulez aussi dans 10 ans ou dans 20 ans, et à un prix qui est un minimum contrôlé. Donc on a décidé d'abandonner ces contrats long terme, et de toute façon, d'un point de vue régulatoire, la Commission est assez opposée aux contrats long terme. Je rappelle que sur l'électricité en France, il y a un contrat long terme qui marche bien, qui est le contrat Excelsium, où on peut acheter de l'électricité sur 10, 20, 30 ans, c'est 4 TWh. Pour certains industriels, ça permet de sécuriser un minimum d'approvisionnement. 5 ans d'enquête. 5 ans d'enquête pour voir si ce n'était pas une entrave au bon fonctionnement du marché. Il serait peut-être temps de revenir là-dessus. Donc effectivement, on a fait des régulations, on a corrigé ce market design, on a régulé les stockages. On pourrait peut-être retrouver un petit peu plus le goût des contrats long terme, mais les contrats long terme, et en particulier sur le gaz où on importe 100%, c'est une question politique. C'est une question politique.
alors il y a les Norvégiens, mais il y a aussi les États-Unis, qui est l'acteur qui croît le plus sur le marché du GNL, capacité de liquéfaction qui a doublé entre 2019 et 2021, parce qu'ils ont fait les investissements, mais parce qu'ils avaient une vision politique derrière, en disant, ben voilà, ça nous servira d'armes géostratégiques. Et ensuite, pour terminer là-dessus, et laisser la parole aux autres, sur les plafonnements du marché, sur le système ibérique, j'aimerais quand même dire comment ça fonctionne. Ça fonctionne, on a capé les prix des centrales à gaz en Espagne, et on a dit voilà, l'État dédommagera, donc il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin, l'État dédommagera, et en fait, qu'est-ce qui se passe après? C'est que c'est ensuite tartiné sur tout un tas de consommateurs avec une taxe, pour couvrir les coûts de l'État là-dessus. Donc ensuite, on peut faire ça, enfin, ça peut être une répartition haute, mais il y a bien quelqu'un qui paye. Là, c'est le consommateur qui paye ça différemment que s'il l'avait fait sur le marché de gros. Bon, je ne sais pas si c'est extrêmement efficient. En tout cas, ça a plein d'effets pervers. Il faut savoir que la France est très contente d'importer de l'électricité à partir d'Espagne parce qu'ils ont capé leur marché. L'Espagne nous dit oui, mais attendez, vous importez de chez nous et c'est nos consommateurs qui payent via une taxe. Et puis en plus, vous avez une rente de congestion parce que vous augmentez le transit. Bah, oui. Enfin, ça, c'est le fonctionnement du marché. Et l'Espagne et le Portugal ne sont pas sortis du marché. Ils ont mis en place ce système. Enfin, on voit bien qu'il y a des effets pervers dans tous les sens. Si on voulait généraliser ça à l'Europe, il faudra le faire sur absolument toutes les centrales. Après, comment est-ce qu'on le tartine sur les consommateurs? Je ne sais pas trop, parce que vu que la France est importatrice, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une taxe ailleurs chez d'autres consommateurs dans d'autres pays qui payeront nous nos importations? Voilà, je ne sais pas. Je suis assez sceptique là-dessus. Merci. En tout cas, il faut rappeler que la décision sur l'Espagne et le Portugal, pour l'instant, c'est une mesure spécifique liée à leur situation géographique et compte tenu des effets directs de la crise sur eux. Sur le volet contrat à long terme, je rappelle qu'ils avaient été acceptés par la Commission. Et vous le savez, le contrat que vous avez spécifié, Excelsium, était un contrat sur 24 ans, avec révision tous les 10 ans. Donc c'était même extrêmement favorable. Simplement, ensuite, ils ont été délaissés, les uns et les autres se sont éloignés parce qu'il y avait eu une évolution des prix qui ne poussait pas véritablement vers cela. Mais on devrait y reporter un regard nouveau, effectivement. Je me tourne maintenant vers Charlotte Roule, que je suis ravi de revoir. Et je commence par vous poser une question sur la place du gaz dans la transition, en notant, avant que de parler des gaz renouvelables, en notant que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler d'ailleurs de l'importance de la taxonomie. Alors, vous le savez, il y a eu une décision essentielle de la Commission et du Parlement, donc des institutions européennes, de rejeter les objections contre l'acte délégué nucléaire et gaz. Et c'est un élément extrêmement important parce que c'est un signal de confiance passé aux acteurs sur le rôle du gaz pendant une longue période de transition. Et en même temps, une contribution positive à cette transition. Absolument, et merci beaucoup. C'est effectivement un plaisir de vous retrouver. Alors, on est aujourd'hui dans une assemblée de gens qui sont familiers du gaz, mais pour autant, c'est vrai que ça vaut la peine peut-être de se poser un petit peu sur ce qu'apporte le gaz, et pas seulement au système gazier, mais effectivement au système énergétique dans son ensemble. Je pense que c'est effectivement très important. Alors le gaz, il est déjà important en tant que tel, en tant qu'énergie, du fait de sa densité énergétique. Et là, je reprendrai un peu ce qui a été évoqué déjà dans la table ronde précédente, enfin dans l'interview précédente plus exactement, qui est qu'un grand nombre d'usages industriels en termes de combustible ne sont pas électrifiables. Donc à l'échelle de l'Europe, on va raisonner à 2/3 à peu près de ces usages-là. C'est loin d'être marginal. Se passer du gaz, c'est être sans solution pour ces usages industriels aujourd'hui. Donc, en termes d'économie, sans même aller jusqu'à la croissance, mais simplement d'économie, on est quand même sur un choix qui est au moins discutable. Si je vais un petit peu plus loin, en fait, et en prenant un regard sur l'Europe, mais une Europe que je restreins. Alors, heureusement, Patrick Pouyanné est parti parce que je vais mettre le Royaume-Uni dedans, mais je vais prendre quelques pays sur la plaque d'Europe de l'Ouest, donc la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni. À horizon 2030, donc demain, c'est 65 à plus de 80 gigawatts qui vont sortir
du mix de production électrique. Et ça, ce sont des sorties programmées. Alors l'incertitude, elle tient sur le fait que justement, on est rentré dans une crise qui a posé la question, au-delà de la priorité de la transition énergétique, de la sécurité d'approvisionnement. Donc il y a un peu de, je dirais, de souplesse sur ce chiffre-là, mais enfin, c'est quand même considérable. En parallèle, sur cette même plaque et sur ce même horizon de temps, on devrait avoir 350 gigawatts qui viennent s'ajouter dans le mix de production électrique en renouvelable. Et là, je parle de solaire, d'éolien sur terre ou offshore, mais donc d'interruptibles. Et au bout du compte, et c'est vraiment mon point, le gaz s'inscrit dans un système énergétique plus global. Sur cette plaque, le besoin en pointe électrique, il est estimé à 30 à 40 gigawatts à horizon 2030. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir passer cette pointe, et le gaz permet d'apporter cette solution. Alors, en fait, j'ai même un autre chiffre. Alors lui, je l'ai mis un peu de côté parce que l'Université de Cologne, pour la seule Allemagne, a chiffré le besoin à 23 gigawatts sous forme de CCGT. Donc on a un vrai besoin du gaz qui s'apprécie à l'échelle d'un pays, d'un système énergétique, qui s'apprécie aussi à l'échelle des clients, avec notamment la possibilité de développer des solutions de flexibilité. Et là, je ne suis pas en train de parler de rationnement ou quoi que ce soit, je suis juste en train de vous parler de pompes à chaleur hybrides qui viennent apporter une solution pour passer une pointe électrique, mais je dirais dans votre foyer. Alors, je peux continuer parce que j'ai encore plein de choses à dire. Bon, 2 minutes, je vais parler très très vite. C'est aussi une énergie, en fait c'était mon point suivant, qui permet de réussir cette transition énergétique. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez tout à fait raison de le souligner, sur la taxonomie, on a considéré que le gaz, alors c'est vrai aussi du nucléaire, était utile dans la transition. Alors pour nous, il y a même un intérêt à terme, puisque vous avez compris que le gaz est indispensable dans le mix. Mais pour réussir la transition, pour bénéficier des infrastructures existantes qui sont largement amorties, parfois totalement amorties, on a un vrai intérêt à utiliser le gaz. Donc à échelle 2050, c'est environ, et là je me positionne juste sur la France, qui est quand même un petit pays et pas si gazier que ça, si je puis me permettre cette image-là. C'est une économie de 14 milliards d'euros par an à horizon 2050 par rapport à la trajectoire telle qu'elle est conçue aujourd'hui dans la stratégie nationale bas carbone en place en France. Et dernier point, sur la valeur économique des infrastructures, on a beaucoup parlé de GNL et je voulais souligner ce point-là aussi. La France, et je pense que Thierry, tu pourras en parler aussi, est en train un peu de changer de position. C'est-à-dire que voilà, on recevait du gaz et on est plutôt en tant que pays en train de devenir une plaque tournante sur le volet gazier. Mais avoir des terminaux méthaniers qui étaient en place sur le pays, une très bonne infrastructure gazière au bout du compte au global, mais là je voudrais focaliser sur les terminaux méthaniers, ça a permis de s'approvisionner en gaz naturel liquéfié à prix beaucoup moins élevé. Alors on a pris, pour la petite histoire, parce qu'en fait on s'amusait avec Thierry à regarder les prix d'hier et on est sur des prix totalement différents. Mais prenons une différence de 20 € qui est extrêmement douce par rapport à la réalité du moment entre la France et l'Allemagne en termes de prix. En 6 mois, c'est 1 milliard d'euros en moins sur la facture de gaz du pays. Et c'est ce qui s'est passé avec nos terminaux méthaniers en place en France. Donc une vraie valeur économique, un intérêt à avoir ces infrastructures et à les utiliser au maximum. Merci beaucoup. Quelques mots sur les enjeux clients, parce que Engie est une entreprise qui a développé l'approche d'efficacité énergétique très tôt. Je me souviens de l'initiative de Gérard Mestralet d'ouvrir un département entier consacré à cela, en liaison avec tout ce qui pouvait être conduit avec les collectivités publiques, sur l'éclairage public par exemple. Et donc, est-ce que vous avez des objectifs particuliers sur ce point? Oui, tout à fait. Alors j'ai parlé tout à l'heure des clients qu'on dit particuliers, avec notamment la pompe à chaleur hybride. Donc là, je suis sur un équipement particulier. Mais vous avez raison, pour nos clients, de façon générale, on a une ambition de décarbonation. Donc Engie, malgré la crise qui a quand même provoqué quelques hoquets sur l'ambition de neutralité carbone de l'Europe, la sécurité d'approvisionnement est venue un peu apporter des signaux, je dirais, hésitants jusqu'à ce qu'on vienne à REPowerEU, qui est à concrétiser, mais qui au moins porte une ambition qui est claire de ce point de vue-là. Et pour nos clients, effectivement, l'objectif, c'est de les accompagner et on raisonne en millions de tonnes de CO2 évitées par an, donc grâce à l'utilisation de nos produits, de nos services. Donc l'horizon de temps qu'on se fixe, c'est 2030. À cet horizon-là, on sera à 45 millions de tonnes de CO2 évitées par an pour nos clients. Et aujourd'hui, on a déjà dépassé les 20 millions de tonnes. Donc on est sur une marge donc, de 21 l'an dernier à 26 cette année. C'est vraiment... Alors c'est d'abord un sujet, peut-être un point de précision, qu'on mesure. Et donc là-dessus, on n'a pas travaillé seul, parce que c'est important d'avoir un référentiel qui peut être clair, compréhensible par tous et avoir une méthodologie claire. Et puis effectivement, sur lequel on progresse. Donc c'est indispensable et ça fait complètement partie de notre business, en effet. Merci beaucoup.
passe maintenant à Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz, avec deux questions. L'une sur les conditions dans lesquelles on va passer l'hiver. On a entendu des propos plutôt optimistes. Est-ce qu'on peut véritablement être optimiste pour cet hiver? Et quid de l'hiver prochain? Parce que je rappelle que le temps passe vite, les mois s'écoulent vite, et la question est, où en serons-nous en mars-avril 2023? C'est-à-dire un moment où probablement les stocks seront vides et où l'approvisionnement russe n'arrivera plus. Donc c'est un point très important. Il est essentiel de commencer déjà à y penser aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément. Deuxième volet de questions, ça touchera plus les infrastructures. On l'a entendu lors de l'interview précédente, et je partage cela complètement. On a besoin d'infrastructures pour le gaz et l'électricité plus importantes. Si on va développer plus d'énergie renouvelable, ça veut dire plus d'énergie intermittente et qui sont à la racine d'un besoin d'échange plus important. C'est un élément essentiel pour la sécurité de tous. Quelles sont vos vues sur ce point, Thierry ? Alors effectivement, à court terme, je pense que c'est utile de regarder ce qui s'est passé déjà depuis un an et ce qui va se passer pour l'hiver prochain. Alors j'ai une carte, je ne sais pas si on peut l'afficher, qui montre le fait que avant la crise et après la crise, on voit qu'on a perdu en fait 2 points d'entrée majeurs sur le réseau français. La Belgique, qui était un point majeur d'importation, est devenue un point d'exportation depuis un an. Et l'Allemagne, qui était aussi un autre point majeur, s'est arrêtée. Et aujourd'hui, on travaille, vous le savez, sur l'inversion des flux directement vers l'Allemagne en envoyant du gaz odorisé. Tout ça est compensé par un afflux de GNL, ça a été dit, avec l'Espagne qui joue un rôle de balance selon les moments. Au passage, l'artère mégale en Allemagne, cette artère majeure, fonctionne aujourd'hui en reverse flow, c'est-à-dire qu'elle fonctionne dans le sens ouest vers est. Donc, le système a montré sa résilience, ça a été dit ce matin, et c'est la résilience de tous les acteurs, c'est-à-dire à la fois les acteurs d'infrastructure qui ont augmenté les capacités dans les terminaux méthaniers, les acteurs de stockage qui se sont mobilisés, les fournisseurs qui se sont mobilisés pour faire les bons approvisionnements aux bons endroits. Tout ça donne le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Alors, les simulations que nous avons faites pour l'hiver prochain, elles montrent effectivement que si l'hiver est, on va dire, normal, a fortiori s'il est doux, on n'a pas de difficulté à la fois pour satisfaire la demande en France, mais aussi pour soutenir nos collègues électriciens qui nous demandent plus d'électricité, plus de gaz pour produire l'électricité que d'habitude, compte tenu de la situation du parc nucléaire, et pour jouer et continuer à jouer la solidarité européenne qu'on a vue sur la carte que je viens de montrer. Et on sait aussi passer des situations plus compliquées d'hiver froid ou d'hiver très froid si on met suffisamment de sobriété, donc d'où le discours de la ministre ce matin. Au passage, en termes de sobriété, c'est la raison pour laquelle nous allons lancer le mois prochain, dans le courant du mois d'octobre, un système éco-gaz, un peu inspiré d'EcoWatt, on n'a rien inventé, qui va permettre d'envoyer aux Français, aux particuliers, aux entreprises, un signal sur l'état de tension du système gazier. Alors la question de l'hiver suivant, c'est une question évidemment très importante parce que, comme vous l'avez dit, on n'aura certainement plus de gaz russe pour remplir les stockages l'été prochain, et on ne sait pas très bien, en fonction de l'intensité de l'hiver, quel sera le niveau de stock en sortie d'hiver. Donc ce sujet-là est important et ça veut dire que la gestion des stocks, elle sera, comme tous les ans, extrêmement importante tout au long de l'hiver. Il faut vraiment que les shippers économisent les stockages de gaz pendant toute la durée de l'hiver, comme d'habitude, mais en plus en se projetant aussi sur l'hiver suivant qui sera compliqué. Et les premières simulations que nous avons faites au niveau de l'ENSOG ou au niveau de GRT Gaz montrent effectivement que potentiellement ça peut être un peu plus compliqué. Pour la France, je dirais un peu moins, parce que finalement, du gaz russe, il y a fait un moment qu'on n'en reçoit quasiment plus en pratique, et donc on a réussi à remplir nos stockages et à faire face sans problème. Alors, un point important que je voudrais signaler, parce que la Commission avait sorti il y a de ça 1 an et demi, un papier important sur l'intégration sectorielle, le sector coupling, comme on l'appelait à un moment,
Aujourd'hui, cette question qui était un peu théorique pour vue de certains, et c'est vraiment une évidence, c'est-à-dire que la complémentarité indispensable entre le système gazier et le système électrique, elle s'impose tous les jours. On le voit puisque nos collègues de RTE nous ont dit, ben voilà, il faudra plus de gaz pour produire de l'électricité cet hiver, c'est indispensable. Et d'ailleurs, ça c'est ce qui s'est passé cet été par rapport à ce qui avait été prévu. Mais c'est aussi le fait que finalement, puisqu'on parle de géopolitique dans cette table ronde, qu'on est dans un système non pas pétrole contre nourriture, mais un peu gaz contre électricité avec nos voisins allemands. Ça se passe d'ailleurs aussi, on sent qu'on le dise trop, mais avec l'Espagne où on leur envoie du gaz et ils nous renvoient de l'électricité. Donc cette complémentarité, c'est à la fois un sujet de tous les jours avec une coopération renforcée entre RTE et GRT Gaz pour gérer le système pendant l'hiver en particulier, et dans les visions prospectives, mais aussi de manière plus globale. En rappelant au passage, parce que ça aussi, on l'avait oublié, que quelqu'un qui est sa maison chauffée à l'électricité avec un radiateur électrique, s'il économise 1 degré, il économise 2 fois plus de gaz que quelqu'un qui chauffe la même maison avec une chaudière à gaz. Alors si maintenant on se projette sur le moyen long terme, qui était la deuxième question, c'est vraiment un sujet extrêmement important. Alors, c'est quoi le paysage? Mettons 2028. En 2028, on n'aura plus de gaz russe, puisque c'est une décision de l'Europe, c'est déjà quasiment arrivé, mais de toute façon, on n'aura plus de gaz russe et de manière durable. En 2028, on n'aura plus de FSRU au Havre. La loi française le prévoit pour 5 ans, donc en 2028, il n'y aura plus de FSRU au Havre, ou à moins qu'on change la loi. On sera toujours probablement dans un fonctionnement ouest vers est, avec beaucoup de GNL, avec une quantité de biométhane qu'on espère la plus importante possible, mais aussi avec une consommation qui aura probablement beaucoup baissé. Et là-dessus, je voudrais aussi, pour faire écho au débat de ce matin, dire que c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une destruction massive de la demande en Europe et aussi en France. On espère que c'est temporaire. C'est pas une bonne nouvelle, la destruction massive de gaz en France. C'est pas une bonne nouvelle pour la planète, parce que la production qu'on perd en France ou en Europe, elle va ailleurs dans le monde, et dans des conditions souvent environnementales moins bonnes pour la planète. C'est juste une mauvaise nouvelle pour nous, Européens, et pour notre richesse. Mais enfin, ça fait partie du paysage, cette question de la baisse de la consommation, même si on sait qu'à l'inverse, en électricité, on aura certainement besoin de continuer à soutenir nos collègues électriciens qui se préparent des années difficiles pendant longtemps. Et puis, il y a la question de nos voisins. Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos voisins? Là, par exemple, si je regarde l'Allemagne, ils nous envoient des signaux très contradictoires. D'un côté, ils en sont à 5, 6, 7, je ne sais pas combien de terminaux flottants ou fixes qu'ils sont en train d'installer sur les côtes allemandes. Donc on se dit, bah, s'ils ont ça, ils n'auront plus besoin qu'on leur envoie du gaz, puisqu'ils vont le faire venir directement par la mer. Mais en même temps, le gouvernement allemand dit, ah oui, mais on va construire une usine de désodorisation à la frontière allemande, franco-allemande, pour pouvoir importer du gaz depuis la France. Bon. Ça interpelle. Donc la question qui se pose, c'est finalement nos infrastructures d'aujourd'hui, celles que j'ai montrées tout à l'heure, en 2028, est-ce qu'elles seront suffisantes? Est-ce qu'elles ont besoin d'être adaptées? Quels sont les projets qui sont possibles? À la fois créer éventuellement davantage de sorties, on vient de le voir sur l'Allemagne, mais aussi créer davantage d'entrées. Est-ce qu'il faudra maintenir le FSRU du Havre? Est-ce qu'il faudra en installer un autre? Est-ce qu'il faudra augmenter les capacités d'importation depuis l'Espagne, sujet qui a été déjà évoqué? Est-ce qu'il faudra augmenter la capacité des terminaux existants? Tout ça, ce sont des questions que l'on doit se poser. Alors nous, en tant que gestionnaire de réseau de transport, on n'a pas la réponse, hein, on n'est pas omniscient. Ce qu'on va faire, et on va le faire avec Terega dans le cadre du plan de développement à 10 ans, c'est qu'on va consacrer un atelier avec les acteurs de marché, qui ont aussi une partie évidemment des réponses à ces questions-là, pour essayer de se projeter à cet horizon et essayer d'imaginer quels sont les besoins d'infrastructures en France et dans ce contexte européen, parce qu'encore une fois, on n'est pas seul, pour être en capacité de prendre les bonnes décisions. Et puis on aura certainement besoin de mener des études complémentaires à partir des résultats de ce travail. Et je voudrais finir sur 2 sujets, parce qu'on a parlé ce matin aussi de verdissement du gaz et d'hydrogène. Alors, les infrastructures, on a besoin d'infrastructures supplémentaires. Au passage, enfin, il y a 2 ans ou 3 ans, le sport national en France, c'était il faut chasser les infrastructures gaz qui sont des coûts échoués avec des risques monstrueux. Bon. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'était sans doute peut-être pas la bonne idée. On aura beaucoup moins
de dépenses dans les réseaux de gaz, distribution et transport, pour collecter le gaz renouvelable que nos collègues électriciens en ont pour collecter l'électricité renouvelable. Donc ça, je crois que c'est un point important. Ramener au mégawattheure, c'est beaucoup moins cher. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour autant, il faut aussi réfléchir à l'hydrogène. Alors, qu'est-ce qui se passe, et j'en terminerai là-dessus, qu'est-ce qui se passe sur l'hydrogène aujourd'hui? Les premiers besoins de logistique, ils apparaissent dès maintenant. Il y a plein de projets qui se font avec notamment tout l'argent public qui est mis, qui sont en train de se préparer. Ce sont des projets locaux. Nous-mêmes, nous avons lancé des open season dans la zone de Valenciennes avec nos collègues belges, dans la zone de Dunkerque la semaine dernière. On voit qu'il y a des projets de production, des projets de consommation qui devraient donner lieu à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres d'infrastructures hydrogène assez rapidement. Très bien. Au-delà de ça, nous, on pense qu'à un moment donné, ces différentes vallées, ces différentes clusters d'hydrogène, on va devoir les relier dans une toile nationale, enfin tisser une toile nationale. Et puis, je pense qu'on ne pourra pas économiser la question des imports-exports au niveau de la France en matière d'hydrogène et donc d'un transport de longue distance. Cette question, elle est déjà posée en Europe, elle est posée par nos collègues espagnols, portugais, allemands, et donc il faut qu'on l'intègre. Il faut d'abord qu'on l'intègre quand aujourd'hui on investit sur des infrastructures gaz naturel. Si on investit dans les années qui viennent sur de nouvelles infrastructures, il faut qu'on pense à la question d'hydrogène. Est-ce qu'un jour cette infrastructure sera convertie en hydrogène et qu'éventuellement on le prévoit dès maintenant? Et puis, je ne sais pas s'il y a la possibilité de montrer la deuxième illustration que j'avais amenée. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle en tant que Français. Alors, je ne sais pas si ça va venir, mais aujourd'hui, le signal qu'on envoie en tant que Français, c'est la France ne sera pas une terre de transit pour l'hydrogène. Et donc, alors que tout le monde sait qu'on peut transporter de l'hydrogène dans des tuyaux, dans les canalisations, hein, ça se fait déjà largement, il y a des gens qui imaginent des solutions compliquées, alors soit qui consistent à passer sous la Méditerranée, puis ensuite à travers les Alpes, hein, chacun sait que c'est très facile de traverser les Alpes avec des tuyaux, ou des solutions encore exploratoires qui consistent à transporter de l'hydrogène par la mer entre le Portugal et l'Espagne et les Pays-Bas. Tout ça pourquoi ? Parce que la France envoie un signal que non, on ne veut pas être un pays de transit d'hydrogène. Moi, en tant que Français, ça m'interpelle. Alors, pas pour dire qu'il faut lancer des investissements aujourd'hui, évidemment non. Je parle de la décennie 30 ou 40. Mais ce matin, j'ai entendu, je crois, la ministre dire, ou c'est Jean-Marc qui l'a dit, les infrastructures, le gaz, c'est une industrie de long terme. Ces questions, il faut les penser maintenant, il faut les réfléchir maintenant. C'est ce que font d'autres acteurs gaziers qui commencent à réfléchir à des projets de ce type-là. Je pense que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion de long terme sur la question des infrastructures hydrogènes dans un contexte européen. Merci d'avoir évoqué ce point. C'est un élément important. Il me permet d'ailleurs de me retourner vers vous, Alice Vieillefosse, sous-directrice de la sécurité d'approvisionnement au ministère de la transition écologique. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Est-ce que la France doit être ou non un pays de transit pour l'hydrogène? En sachant que, et il faut le redire, il faut d'abord produire de l'hydrogène. Il faut d'abord le produire, l'hydrogène. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut le gérer. Et là, je rejoins ce qu'a dit Thierry Trouvé. Il faut trouver les moyens d'une gestion intelligente et coordonnée avec le gaz. Les gestionnaires de gaz et d'hydrogène doivent être quasiment uniques, de manière à avoir une ligne qui soit cohérente et où l'on gagne en termes de rentabilité globale. Mais sur ce point, quel est votre avis ? Alors sur la question des infrastructures hydrogène, et je pense plus globalement des infrastructures, en fait, pour nous, il y a une question qui est assez simple. Ce n'est pas être pour ou contre une infrastructure en soi, mais c'est d'abord pour quel besoin. Donc déjà, quel va être le besoin en hydrogène ou en gaz naturel dans 5 ans ? Et honnêtement, ce matin, j'écoutais toutes les tables rondes extrêmement intéressantes et je voyais que les avis étaient très clairs dans la vision de chacun. Mais nous, ce qu'on se rend compte, parce qu'on fait beaucoup d'exercices prospectifs régulièrement au ministère, on les fait en permanence, c'est qu'en vrai, à chaque fois qu'on a fait des exercices prospectifs, on s'est toujours trompé. La crise Covid en 2020, on ne l'a pas prévue. La crise énergétique aujourd'hui, on ne l'avait pas prévue. Donc en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'on est dans un environnement incertain, sur lequel, du coup, il faut qu'on arrive à trouver le meilleur équilibre, sachant qu'on se trompera nécessairement par construction
parce qu'on n'aura malheureusement pas la science infuse sur l'avenir. Donc il faut arriver à trouver la moins mauvaise solution. Et ça renvoie également au deuxième point sur les infrastructures, je pense, sur lequel, pour nous, qui est vraiment important, c'est la question du coût. Construire des infrastructures, en soi, moi j'ai fait les ponts, je trouve que c'est génial de faire des grands projets d'infrastructure, on est tous contents, on a tous joué petit à construire des choses. Donc évidemment, par nature, on a envie de construire des infrastructures. Mais la question après, c'est quel va être le coût pour le consommateur final. Et donc typiquement, ces infrastructures hydrogène ou les infrastructures gazières, quels vont être réellement les coûts qui vont être supportés par le consommateur français. Et aujourd'hui, dans les débats européens, les pays nous disent « Ah, c'est génial, on veut faire une infrastructure en France, mais par contre, il faut que les Français, ils la payent, alors que c'est une infrastructure de transit. » Et nous, d'un point de vue gouvernemental, on dit « Il n'y a pas de problème pour être un pays de transit, mais par contre, si c'est pour les consommateurs des autres pays, à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement aux consommateurs. » Il y a d'ailleurs un sujet assez brûlant, c'est MidCat. Par exemple, MidCat est l'exemple même de ces débats où vraiment la principale question, c'est ce coût de non-utilisation. Donc, c'est pour ça que c'est des sujets qui, honnêtement, s'ils étaient évidents et triviaux à résoudre, ça fait longtemps qu'on aurait pris des décisions qui seraient simples. Mais ce qu'on se rend compte quand on regarde les différents éléments, c'est que globalement, ces questions d'offres et de demande et de coûts, aujourd'hui, ça fait partie des grandes incertitudes. Et évidemment, le dernier aspect, c'est la question de délai. Si on prend des infrastructures, en particulier sur les sujets gaziers, où on a des enjeux de passage pour cet hiver, pour l'hiver prochain, des infrastructures comme MidCat, qui globalement, si on parle du grand projet MidCat en intégralité, ça va prendre 5-7 ans dans les meilleurs cas, ou sur des plus petits projets, on va être sur 2 ans, bah, ça ne sera pas une solution pour l'hiver 2023-2024. Donc ça fait partie des réflexions de moyen terme qu'on mène, qu'il faut avoir, qui sont évidemment structurantes et qu'il va falloir lancer rapidement, parce qu'on voit bien que ce qu'on décide aujourd'hui met du temps ensuite à être construit. Mais il faut vraiment qu'on aborde ça en regardant aussi ces questions de coût principalement et également aussi d'utilisation. Vous avez raison. En même temps, il y a des projets qui ont déjà été décidés, notamment pour l'électricité. Je pense en particulier au projet de Golfe de Gascogne, donc la grande liaison électrique entre la France et l'Espagne, qui est absolument nécessaire, ou je pense à celle avec l'Irlande. Et là, il ne faut plus traîner, il faut accélérer. Et en parallèle avec l'ambition renouvelable. On ne pourra pas décliner correctement une ambition renouvelable si elle n'est pas doublée d'infrastructures qui permettront justement d'élever significativement le niveau des échanges, ce qui soit indispensable. Deuxième point sur lequel je voulais recueillir votre avis, c'est les dispositifs d'appui et d'accélération pour la filière des biogaz. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dans la ligne de ce que la ministre a annoncé, c'est-à-dire qu'il y aura un article sur les gaz renouvelables dans la loi, et aussi une série de mesures allant jusqu'à aussi une demande au préfet d'accélérer les permis et de clôturer plus rapidement les contentieux, parce que n'oublions pas que ce sont des questions qui impliquent aussi un point d'acceptabilité, et on ne peut pas le balayer d'un revers de main. Ce sujet d'accélération des gaz renouvelables, il est évidemment clé en ce moment encore plus. Donc on a déjà mené un grand nombre de mesures qui ont été annoncées, que les acteurs connaissent, donc le lancement des appels d'offres en avril. On a pris des mesures qui ont été annoncées la semaine dernière sur l'augmentation du tarif pour tenir compte de l'inflation et l'allongement des délais. Donc ça, c'est des mesures qui ont été faites et déjà annoncées, et on travaille évidemment sur un grand nombre aussi d'autres mesures. Donc, dans ce qui a été annoncé notamment sur le biométhane par la ministre ce matin, il y a évidemment ce travail à faire sur les certificats de production de biométhane, où Patrick Pouyanné l'indiquait également. C'est un dispositif, les incorporations qu'on connaît bien au ministère, parce que ça existe sur les biocarburants. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête sur les biocarburants, c'est que ça a été extrêmement efficace pour incorporer du biocarburant d'usine qui existait déjà, mais ça a eu beaucoup plus de mal en fait à faire émerger des nouveaux projets d'usines de biocarburants.
Donc, les certificats de production de biométhane, ils prennent un petit peu de temps aussi, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à mettre en place un dispositif qui fonctionne. Parce que sur le biométhane, on ne peut pas juste avoir un dispositif qui fonctionne pour les installations existantes, c'est déjà bien, mais on sait collectivement qu'il va falloir qu'on fasse bien plus. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver les conditions qui vont permettre de développer massivement de la méthanisation partout. Et arriver à développer cette méthanisation, ça va aussi nécessiter un gros travail local d'acceptabilité, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus fort, et également un travail sur les gisements de biomasse qui vont être disponibles, parce que la biomasse, pour arriver à alimenter nos méthaniseurs, elle viendra de l'agriculture, des déchets, et c'est aujourd'hui déjà des gisements qui sont parfois localement sous tension. Donc c'est vraiment un travail de fourmi qui va être collectivement à faire par les acteurs pour arriver à structurer cette filière rapidement. Donc ces certificats de production de biométhane, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête et qu'on va mettre en regard aussi sur la trajectoire, de la nouvelle trajectoire de la stratégie française énergie-climat, parce que l'idée c'est bien d'aller aussi plus loin. Et ensuite, le deuxième aspect important sur lequel on travaille, c'est évidemment tous les enjeux d'accélération des énergies renouvelables. Donc le projet de loi a un certain nombre de dispositions qui s'appliquent à l'ensemble des énergies renouvelables. Donc il n'y a pas une qui est plus mise en avant que l'autre, c'est vraiment toutes les énergies renouvelables qui vont être nécessaires. Et donc notamment ces notions d'intérêt public majeur, par exemple, qui existent et qui doivent être vraiment permettre d'accélérer les choses. On a un article où il y a le mot gaz dedans qui concerne les gaz bas carbone. Et donc l'idée de cet article, c'est qu'on voit qu'il y a d'autres technologies que la méthanisation qui sont en train de se développer et qui jusqu'à présent en fait n'avaient pas vraiment d'existence légale, d'où l'importance en fait d'arriver à les mettre sur un pied d'égalité, parce qu'on voit que c'est des technologies aussi émergentes qui se développent de plus en plus. Et donc l'idée, ça sera vraiment aussi, avec tous ces travaux, d'arriver à aller plus vite, même si évidemment on va rester dans des ordres de grandeur qui ne seront pas de l'ampleur des gaz fossiles aujourd'hui, même si on a des trajectoires collectivement qui peuvent être très ambitieuses, on voit que la marche restera assez significative et que par ailleurs on a des efforts d'efficacité énergétique et de sobriété à faire. Absolument. Mais donc, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y aura clairement une reconnaissance du caractère décarbonant du biométhane, notamment au travers des mécanismes des garanties d'origine? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Le biogaz, il permet de décarboner notre mix énergétique. Après, là où il y a un débat en fait entre les acteurs qui existent déjà depuis un certain temps, donc ça me fait sourire, mais c'est la question de qui doit compter la réduction de gaz à effet de serre du biogaz. Donc aujourd'hui, la méthanisation, le développement de la méthanisation, il se fait en fait grâce à un soutien public qui est payé par l'État, par le contribuable. Et donc aujourd'hui, le choix qui a été fait politiquement, ça a été de dire le contribuable paye, et donc c'est la France, dans le cadre de ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre, c'est nous qui allons comptabiliser la réduction de gaz à effet de serre associée à la méthanisation. Donc aujourd'hui, elle est bien comptabilisée et on considère que c'est au global l'État. Après, il y a clairement de plus en plus d'acteurs qui souhaitent pouvoir utiliser ces garanties d'origine, notamment les industriels, pour pouvoir bénéficier en fait du caractère décarboné de cette énergie. Donc ça, c'est évidemment une question qui maintenant se pose avec une grande acuité, dans la mesure où on a un prix du gaz fossile qui est devenu beaucoup plus élevé, et donc on peut commencer à avoir l'émergence de contrats d'achat directement par les industriels sans dispositif de soutien. Typiquement, dans le cadre des certificats de production de biométhane, il n'y a pas de doute qu'en fait les certificats de production de biométhane ils sont payés par le consommateur et donc ils pourront bien bénéficier en fait au consommateur parce que c'est lui qui le paye. Donc c'est un débat, je pense qu'on devra continuer d'avoir, qui renvoie à cette question un peu d'équilibre de la filière, en particulier aussi avec quel va être le prix plus tard et aussi quel va être le prix que le consommateur est prêt à payer. Parce que finalement, nous, on se fait un peu la remarque aujourd'hui, les prix du gaz naturel, on est en train de vivre un prix du gaz qui est celui du prix du biométhane. Donc on voit que au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément acceptable et donc il y a besoin de boucliers tarifaires.
Donc ça renvoie aussi à cette question, quel usage du gaz dans un prix du gaz qui sera celui finalement du biométhane et qui est celui qu'on expérimente aujourd'hui. Donc ça fait partie aussi des discussions un peu globales dans le cadre de la stratégie française énergie-climat. Un dernier point en ce qui me concerne sur le volet dépendance. Il faut éviter de remplacer une dépendance par une autre. Et ça vaut aussi pour les énergies renouvelables. Si on continue à importer l'essentiel des composants pour les panneaux photovoltaïques d'Asie, on va remplacer une dépendance par une autre. Et ce n'est pas acceptable à un moment où l'autonomie stratégique, la souveraineté industrielle, ça doit aussi se décliner en termes concrets. Est-ce qu'il y aura, de ce point de vue, des initiatives de prise au niveau national comme au niveau européen ? Alors très clairement, ces enjeux de dépendance, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler. Il faut qu'on arrive à développer des filières industrielles françaises bien plus développées sur toutes les énergies renouvelables notamment. Après, moi, je ne suis pas exactement d'accord avec vous quand vous dites que c'est la même dépendance d'importer des équipements, dans la mesure où dans un cas, c'est du one-shot, on l'importe et après, il est sur notre territoire et il permet de produire. Et dans l'autre cas, on a quelqu'un qui peut s'amuser à tourner le robinet comme on est en train de vivre. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour être dépendant massivement sur les investissements. Et donc là-dessus, il y a une stratégie d'accélération qui a été faite notamment sur les sujets d'énergie renouvelable électrique. C'est un sujet aussi qu'on regarde avec attention sur le biométhane et les gaz verts, et d'autant plus qu'on a un écosystème français qui est déjà très développé en fait, donc d'arriver à massifier ça, et sur lequel il y a un certain nombre de dispositifs dans le cadre de France 2030 qui existent et qui sont significatifs. Et c'est d'ailleurs aussi là-dessus notre stratégie hydrogène, c'est une stratégie justement où on essaye de pousser au maximum de l'hydrogène qui est produit en Europe et en France, parce que justement il nous semble qu'il serait vraiment dommage de remplacer la dépendance des énergies fossiles par de la dépendance aux énergies renouvelables. Merci. Avant de vérifier s'il y a des questions, je voudrais demander à certains membres du panel s'ils veulent rétroagir sur ce qui a été dit. Thierry. Oui, merci. J'ai deux petites réactions sur ce qu'a dit Alice. D'abord, sur la question de l'affectation du bénéfice environnemental du biométhane. Je pense que c'est pas qu'une question de principe. Pourquoi est-ce qu'on pousse cette idée-là ? C'est parce que, et ça a été dit d'ailleurs ce matin par Patrick Pouyanné, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ces garanties d'origine. Donc ça veut dire que c'est des industriels, des transporteurs. Ça veut dire que c'est la possibilité d'avoir des recettes supplémentaires pour alimenter de manière positive la machine à produire du biométhane. C'est juste une question pragmatique. Il faut qu'on invente, on n'a pas aujourd'hui la solution complètement en main, clé en main, mais il faut qu'on invente ce système qui permet à la fois, on va dire, d'aider des industriels ou des transporteurs à se décarboner et en même temps à alimenter, avec autre chose que des recettes budgétaires, le financement du biométhane. Sur les infrastructures, moi, il me semble que tout à l'heure, Charlotte l'a dit, aujourd'hui, le différentiel entre la France et aujourd'hui, c'est 90 € entre la France et le TTF, 90 € de spread. On est à 75 ou 76 en France et à 160 sur le TTF. Quand on multiplie, ce spread, il s'est écarté pendant l'été, et quand on multiplie le spread depuis le début de l'année entre la France et l'Allemagne, multiplié donc par la consommation française, on doit être à 3 milliards en fait. Bon, ça veut dire qu'une infrastructure, et donc on voit le prix ou le coût d'une infrastructure manquante, puisque les Allemands, ils manquent de terminaux méthaniers. Donc 3 milliards en quelques mois, ça veut dire qu'on peut se payer des infrastructures qu'on peut rembourser en quelques mois. En quelques mois. Donc alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi, et je vais apporter une preuve. Je pense que le projet MidCat, le grand MidCat, c'est pas une solution à la crise actuelle que nous connaissons dans le conflit russo-ukrainien. Il arriverait beaucoup trop tard, d'autres solutions seraient déjà mises en place, et donc son rapport coût-bénéfice, c'est pas à la hauteur. Donc je ne suis pas en train de dire parce que on peut rembourser une infrastructure en quelques mois, il faut faire n'importe quoi, il faut couvrir de nouveau la France de tuyaux ou d'infrastructures gazières. Voilà. Par contre, je pense que cette question, il faut effectivement se la poser dans l'univers d'incertitude que tu rappelais, qui est réel, hein, et le travail que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on veut lancer avec l'ensemble des acteurs de marché, on veut prendre le temps justement. Parce qu'il faut quand même un peu de temps pour faire ce travail-là, prendre tous les points de vue, et puis ensuite essayer de voir est-ce qu'il y a des besoins et quelle sera la liste. Le paradoxe des infrastructures gazières, c'est qu'on voit le coût d'une infrastructure quand elle manque, et une fois que l'infrastructure est construite, le spread revient à zéro,
et on se dit finalement elle sert à rien puisque le prix de marché est pareil des deux côtés, on n'aurait pas dû la construire. Et voire même ça fait des coups échoués. Je crois qu'il faut se méfier de ce paradoxe des infrastructures gazières. Pour autant, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et je rappelle que de toute façon, pour construire une infrastructure gazière, il faut un investisseur. Ce n'est pas l'État qui décide, c'est l'investisseur. Et que l'investisseur, il ne va pas mettre ses sous dans un truc qui ne tient pas la route, et notamment s'il n'a pas de clients, et notamment de contrats à long terme. Donc, les infrastructures qu'on a construites pendant 15 ans en France, et je crois qu'aujourd'hui on se félicite de les avoir parce qu'on voit le bénéfice que ça nous apporte, on les a construites parce qu'on avait des clients long terme qui s'étaient engagés à les payer et qui les payent aujourd'hui. Donc il n'est pas question de construire aujourd'hui demain des infrastructures qui ne seraient pas payées par des clients dans un contexte identique. Merci beaucoup, Charlotte. Oui, merci. Je partage complètement ce que tu viens de dire, Thierry, sur les infrastructures gazières, leur importance, la valeur qu'elles apportent. En fait, je voulais juste prendre un petit pas de recul et raisonner un peu géopolitique. C'est la question qu'on se posait. Alors, je serais peut-être encore plus sceptique sur la question de la dépendance, parce qu'une fois qu'on construit les panneaux solaires, par exemple en France, ça ne veut pas dire que les composants ou la matière première ne vient pas d'ailleurs. Donc, on reste dans un monde mondialisé, une mondialisation qui se fragmente, mais quand même un monde qui reste mondialisé. Et pour moi, le sujet, c'est quelle est la place de l'Europe. Alors, on peut raisonner France, on peut raisonner Europe. J'ai tendance à raisonner plutôt Europe dans ce monde-là. Sur l'énergie, on était les champions de la transition énergétique. Il faut le rester. Et aujourd'hui, après, encore une fois, quelques hoquets, cette ambition, elle a été réaffirmée. Mais effectivement, il faut devenir plus fort. Et donc, j'aimais bien aussi ton point sur le raisonnement de long terme, se fixer une ambition, documenter au bout du compte, mais aussi agir vite. Alice, vous le disiez, ça me paraît absolument primordial. Et la ressource en biométhane, notamment, je dirais gaz vert au sens large au bout du compte, mais elle est immédiatement mobilisable. Il y a énormément de boulot à faire, mais n'empêche qu'elle est là. Et là, on parle vraiment de souveraineté énergétique. Et donc, le sujet, c'est un peu comment on arrive à accélérer. On a évoqué la question du permitting, la question du foncier qui va être absolument cruciale sur la transition énergétique. Et là-dessus, on a vraiment besoin de travailler main dans la main. Alors, évidemment, avec les pouvoirs publics, mais je dirais aussi, et pardon de le marteler, mais je pense que c'est important. Aujourd'hui, on parle du gaz, on est au congrès du gaz. Ce n'est pas en opposition à l'électricité. Ça fonctionne vraiment ensemble. Demain, si on veut que cette transition énergétique elle soit une réussite, il faut absolument qu'on bénéficie de toutes les énergies. Et c'est vraiment le gaz et l'électricité, toutes les énergies au bout du compte, qui permettront d'aller vers cette transition et de décarboner. Voilà, c'était juste un petit point pour compléter. Merci Charlotte. Nicolas. Oui, un point sur la politique et la géopolitique. Effectivement, on a des projets d'infrastructures qui avancent et vous évoquiez Celtic Interconnector entre la Bretagne et l'Irlande. Il faut rappeler que si ce projet a été décidé, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un calcul en disant que ce sera rentable. Bien au contraire, les entités de régulation nous ont dit qu'il n'y a pas un scénario dans lequel c'est rentabilisé. Pourtant, on l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il fallait garder l'Irlande dans le marché commun européen. Donc ça correspondait à une vision. Et sur les infrastructures, il y a la vision politique, il y a la vision long terme, ces contrats long terme. Quand vous engagez avec un partenaire sur 10, 20 ou 30 ans, ce n'est pas juste le marché qui vous a dit de le faire, c'est qu'il y a une entente. Et dans cette question, dans ce marché qui sera mondialisé, et là je rejoins tout à fait ce que vous dites, on aura toujours des flux de matière, ce qui pose la question de comment on s'en sort en cas de mondialisation contrariée. Mais attention, ce n'est pas la même chose, la dépendance aux énergies renouvelables qui ne sont pas toutes intermittentes. Quand on dit énergie intermittente, c'est parce qu'on a une image de solaire et d'éolien. Mais il y a d'autres énergies qui ne sont pas intermittentes. Tout ce qui est biomasse, biogaz, hydrogène, on en parle beaucoup à ce congrès. Ça, c'est pas intermittent. Toutefois, c'est décentralisé, surtout pour le biogaz, donc ça demande plus de réseaux. Et donc pour les énergies renouvelables, si on parle de dépendance matière, souvent on parle d'électricité. Effectivement, mais la dépendance n'est pas la même. Si vous voulez quand on a un panneau solaire qui est installé, il produit l'électricité en continu. Si demain vous avez la Chine qui vous dit je vous exporte plus de panneaux solaires, vous avez un problème pour demain, mais pas pour maintenant, parce qu'effectivement l'installation produit. Et en ce qui concerne les matières, là où j'appelle souvent être vigilant là-dessus, parce que c'est un sujet très spécifique qui historiquement s'est beaucoup concentré sur les terres rares, alors que c'est pas du tout le sujet. Effectivement, demain, si on électrifie trop sans mesure, si on ne fait pas confiance à toutes les énergies, on va avoir un problème. C'est dans le rapport de l'RTE, c'est dans le rapport de l'ADEME, c'est dans le rapport de l'IEA sur le rôle des métaux critiques, sur certains matériaux, mais qui ne sont pas forcément ceux dont on parle tout le temps. Le cuivre, l'aluminium, je sais, ça ne fait pas rêver, mais c'est là-dessus qu'on peut avoir des problèmes. Le lithium, le cobalt pour le véhicule électrique dont on aura besoin, électrification
dont on aura besoin également, mais ce qui appelle à effectivement sécuriser l'approvisionnement sur ces matières, à aller vers une économie circulaire, à de la sobriété. Donc la sobriété, c'est pas juste le problème de cet hiver, et justement, il faudra éviter de confondre l'université de Strasbourg qui ferme parce qu'elle veut économiser sur sa facture parce qu'elle n'a pas les moyens de payer, et un mode d'organisation sociétale qui préserve les services mais en diminuant la consommation d'énergie. C'est le cas par exemple sur le poids des véhicules, parce que tout ça, c'est ce qui nous aidera dans cette transition, justement, à ne pas créer trop de tensions sur les matières minérales et pas avoir une dépendance et une mondialisation contrariée qui pourrait contraindre la transition énergétique. Merci. En tout cas, il faut du concret. Il faut avoir bien à l'esprit le fait qu'on ne change pas un système énergétique du jour au lendemain, qu'on ne change pas du jour au lendemain toutes les installations de chauffage dans toutes les maisons et tous les appartements, mais il faut voir se dessiner des lignes. Et il faut effectivement faire travailler ensemble les différents acteurs, les différentes énergies. Il faut se servir des moyens mis à disposition. Il faut agir plus fortement sur la demande, sobriété en général en termes positifs. Il faut aussi développer, pour un pays notamment comme le nôtre, plus fortement les énergies renouvelables et le nucléaire, c'est notre force. Il faut quand même rappeler que la moyenne d'énergie fossile en Europe, c'est 70% en énergie consommée. En France, c'est autour de 40%. On a pratiquement 30% d'écart avec la moyenne européenne. Cet écart-là, il faut s'en servir positivement pour développer tout ce dont on a parlé, y compris les gaz renouvelables, les biocarburants, y compris les technologies nouvelles, y compris l'hydrogène. Il y a un très gros effort qui est fait actuellement en France. C'est important, mais il faut le faire de manière coordonnée, en particulier avec les acteurs gaz. C'est un élément indispensable, notamment en ce qui concerne l'utilisation et le transport de l'hydrogène, en se servant des infrastructures gazières. C'est un élément très important. Et il faut aussi que les actes délégués européens pour les renouvelables aillent dans le bon sens. D'abord, on a besoin des deux, à la fois sur l'additionnalité et sur le calcul des émissions. C'est très important de manière à ce que l'hydrogène avance sur ces deux pieds, sur les renouvelables, mais aussi sur tout ce qui est bas carbone. C'est un élément extrêmement important. Et je pense que les prochaines étapes seront cruciales à cet effet. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade? Je vois qu'on a encore 5 minutes environ. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Madame. Attendez, vous allez avoir le... Super, merci beaucoup. Le micro. Bonjour, Valérie Ruiz-Domingo, je suis vice-présidente hydrogène du groupe Engie et je m'adresse à Madame Alice Vieillefosse. J'avais une question, compte tenu justement de ce qui se passe aujourd'hui sur le stockage de gaz et le rôle que joue le stockage dans la crise et dans la flexibilité, j'allais dire à apporter notamment aux énergies renouvelables. Est-ce que ça ne permettrait pas de faire évoluer la position des autorités françaises sur justement l'intégration dans le plan hydrogène 2030, aussi bien des canalisations permettant de rallier, j'allais dire, les 7 zones régionales, mais surtout de développer et de permettre de financer, je veux dire, des activités de stockage et de tests, notamment dans les cavités salines, pour l'hydrogène, qui permettra aussi cette intermittence avec les renouvelables, et donc être du multisource d'énergie versus, bien évidemment, le développement de la filière hydrogène en France. Sur le rôle du stockage, ça, nous, côté ministère, on en a toujours été convaincus. Et d'ailleurs, on avait défendu le mécanisme de remplissage des stockages français de gaz naturel contre la Commission européenne, qui était très réticente à ce dispositif. Donc, comme quoi, il faut aussi savoir avoir parfois raison contre l'avis des autres. Sur la question de l'hydrogène, très clairement, en fait, la question sur l'hydrogène, c'est est-ce qu'on va avoir de l'hydrogène comme le gaz CH4 aujourd'hui,
Ou est-ce que finalement, on va plutôt avoir de l'hydrogène comme la logistique pétrolière aujourd'hui? Et on voit finalement, aujourd'hui, on a une logistique gazière, une logistique pétrolière, qui sont des logistiques très différentes par leur nature. Ce qui est certain, c'est que le stockage aura un rôle à jouer. L'hydrogène, on le voit, c'est un intérêt pour stocker de l'énergie, et en particulier les énergies électriques intermittentes. Donc le stockage aura un rôle. Après, à quelle temporalité, quelles infrastructures en premier, en réutilisant ou pas quelles infrastructures, ça fait vraiment partie des grands chantiers qui se sont lancés. Il y a un certain nombre d'ateliers thématiques qui ont été lancés dans la stratégie française énergie-climat, avec des ateliers dédiés sur la question, pour justement arriver à bien définir ça, et d'autre part aussi établir le modèle économique du développement de ces infrastructures, pour s'assurer en fait du développement à peu près plus ou moins concomitant, ou en tout cas d'un point de vue financier, un équilibre du système pour arriver à développer ça. Donc ça fait vraiment partie des chantiers sur lesquels on travaille activement, et sur lesquels il faudra qu'on arrive à proposer aux politiques une décision, et ensuite ça sera à eux aussi d'en décider, et en particulier par rapport au sujet des infrastructures, où Thierry disait que il fallait regarder globalement. Très clairement, quand on regarde depuis un an tout ce qu'on a fait d'un point de vue infrastructure en France, on a quand même développé un grand nombre d'infrastructures, mis en place un terminal on est en cours de mise en place d'un terminal méthanier flottant, ce qu'on n'aurait pas, je pense, espéré ou attendu il y a un an. Et très clairement, la mise des 5 ans, ça a été à la demande du Parlement. Parce qu'on a fait aussi une loi exceptionnelle pour accélérer les procédures. Donc c'est pour ça que ça doit être un débat aussi qui doit être fait avec les différentes parties prenantes, et qui sera aussi soumise au débat sur l'énergie, parce qu'on voit que ces questions, en fait, les députés, les sénateurs ont aussi des avis très clairs sur la question, et donc nous, notre rôle, c'est bien d'éclairer le débat politique du mieux qu'on peut d'un point de vue technique. D'autres questions, monsieur? Micro arrive. Oui, j'en profite que je n'anime pas la table ronde pour poser des questions, du coup, effectivement. Alors, il n'y a encore pas si longtemps, on entendait beaucoup parler de gaz de schiste avec toute l'encre que ça a fait couler. Donc là, j'aurais une question pour mesdames qui est à la table. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le gaz de schiste, le GNL que l'on importe notamment des États-Unis, est-ce qu'effectivement il y a du gaz de schiste, et que si c'est le cas, puisque a priori quand même il n'a pas disparu, est-ce que ce n'est pas finalement un plaidoyer pour véritablement accélérer sur le biométhane et se remettre en phase avec les volontés qu'avançait la France il y a encore pas si longtemps en la matière? Alors, bonne question, Charlotte. Oui, vous prêchez une convaincue. Donc effectivement, quand on importe du GNL, on ne fait pas le tri dans la molécule. On parle de géopolitique à cette table ronde. Les États-Unis ont complètement changé de visage vis-à-vis du gaz depuis quelques années, en devenant producteurs, et notamment producteurs du fait du gaz de schiste. Donc de fait, il y a nécessairement du gaz de schiste dans le GNL qu'on importe. Et pour moi, c'est effectivement un ancrage fort aussi, mais qui va au-delà. Développer les gaz renouvelables, c'est vraiment avoir une solution qui est liée à notre souveraineté. Alors effectivement, il y a ce sujet de gaz de schiste, mais je trouve que ça va plus loin, à notre souveraineté énergétique, au développement des territoires. Je sais qu'il y aura l'occasion d'en parler plusieurs fois dans cette journée, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est vraiment une solution qui est extrêmement intéressante, qui est disponible immédiatement, mature. Et quand on s'intéresse à des gaz sur lesquels il y a encore du travail à faire, Valérie Ruiz Domingo l'évoquait sur l'hydrogène vert, il y a encore des pilotes à tester sur le stockage, etc. Mais là aussi, on est prêt à les tester. Donc il faut absolument accélérer, en effet. Je ne peux que appuyer ça, évidemment, sur le sujet du biométhane. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé les mesures exceptionnelles, malgré les contextes très chargés sur les aspects sécu d'appro, parce qu'on est convaincu qu'il faut évidemment développer les gaz renouvelables et profiter de cette crise pour ne pas juste investir dans de nouvelles infrastructures qui vont être des importations d'énergie fossile, mais bien qu'on développe aussi les énergies sur notre territoire. D'autres questions, monsieur? Avant qu'on vous passe le micro. Oui. Alors, allez-y. Le GNL est produit en consommant du gaz naturel. Et si les informations que j'ai sont correctes, entre 10 et 12%
peut-être plus, du gaz naturel est consommé sur place pour être liquéfié. Et ensuite, transporté par bateau, les méthaniers consomment chaque jour, d'après ce que je sais, 0,1% de leur gaz. Ce qui fait pour un aller-retour de 50 jours, ça fait 5%. Quand on ajoute tout ça, on trouve que 17%, mettons 15% du gaz est consommé avant d'arriver en France. Ce gaz produit du CO2. Et donc, avant d'arriver en France, on est producteur, en achetant du GNL, on est producteur de CO2. Ce CO2 va dans la nature. Alors ma question est, quelle est votre opinion concernant la capture du CO2 et le stockage de CO2 ? Parce qu'on parle d'hydrogène et tout ça, c'est très bien, mais il faut produire l'hydrogène. Il y a une limitation déjà dans la production d'électricité renouvelable. Donc, produire l'hydrogène passera nécessairement par l'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu, c'est le gaz naturel qui est craqué et il faut à ce moment-là stocker, récupérer et stocker le CO2. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un business à faire sur la capture et le stockage du CO2 ? Sur la consommation de gaz lors de la liquéfaction, du transport, de la regasification, effectivement, ensuite, il faut comparer ça aussi au gaz naturel, en particulier sur les réseaux russes, qui sont eux-mêmes fuitards. Donc, effectivement, il y a une consommation de gaz sur le GNL, il y a des fuites de gaz côté réseau russe et réseau algérien, il me semble. Ensuite, sur la capture du CO2, il me semble que c'était une des solutions qui était dans le rapport du GIEC. Ensuite, ça va surtout être le cas pour des installations centralisées, plus que pour le décentralisé. Après, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait du CO2 une fois qu'on le capture. Là, il peut y avoir des synergies sectorielles sur le CO2 industriel, éventuellement avec de la méthanation, donc, qui va demander de l'hydrogène. On l'a aussi sur la production de craie ou la gazéification la production de gaz pour gaz alimentaire. Donc il y a un débouché, c'est sûr, surtout pour les installations centralisées. Ensuite, bien évidemment, comme tout gisement de décarbonation, il sera limité, d'où le fait de ne pas être trop enthousiaste vis-à-vis de l'avenir de la capture de CO2, de trouver les débouchés, de réduire la consommation d'énergie fossile, mais selon moi, et c'est dans le rapport du GIEC, ça fait partie des solutions. Et il pourrait y avoir des synergies industrielles qu'on pourra trouver avec la méthanation, la production d'éthanol, les gaz alimentaires. Oui. Je voulais juste compléter, parce qu'effectivement, votre propos est tout à fait pertinent. Et en fait, on voit des demandes clients qui émergent autour de ça. J'indiquais tout à l'heure que chez Engie, notre objectif, c'est aussi d'accompagner nos clients dans la décarbonation avec des solutions concrètes, pragmatiques maintenant. Et c'est quelque chose qui monte effectivement dans leurs demandes, notamment côté industriel, mais pas que en fait. Donc cette question de capture du CO2, pour moi, elle est vraiment, en plus, on sait le faire en fait, donc c'est pareil, c'est quand même un sujet à regarder. Et après, la question, c'est utilisation, stockage, et là aussi, les deux, il y a des solutions. Donc pour moi, c'est pas du tout un sujet à laisser de côté. C'est un sujet sur lequel souvent on est un peu mal à l'aise, sauf quand on l'aborde vis-à-vis de nos clients, mais ayons en tête aussi que sur tout ce qui est centrale à gaz, potentiellement sur la production électrique, les niveaux d'émissions de CO2 qui ont été donnés par l'Union européenne sont quand même très bas et supposent qu'on ait des CCGT de dernière génération avec une solution de capture de CO2 nécessairement. Donc stockage et utilisation derrière. En deux mots également de notre côté, pas d'opinion arrêtée sur la question, mais on observe que de grands acteurs travaillent sur ces sujets-là. Je pense à Equinor, à Total, etc., avec les projets de Northern Lights, par exemple. Et comme le dit Charlotte, on voit que sur le terrain aussi, il y a des industriels qui regarderaient vraiment ces solutions-là. Et donc nous,
on est aujourd'hui confronté à des acteurs qui cherchent une solution de logistique pour amener leur CO2 d'un point A à un point B. Alors pas pour faire des centaines de kilomètres, je rassure Alice, mais peut-être parfois 10 kilomètres pour aller vers un port, pour ensuite prendre un bateau. Donc nous, on se dit que s'il y a des industriels qui ont vraiment des projets dans ce domaine-là, ou pour faire l'utilisation, eh bien, on sera là en tant que logisticien des gaz pour satisfaire leurs besoins. Et donc, on ouvre cette possibilité et on a recueilli d'ailleurs un certain nombre de demandes dans le cadre de notre consultation publique l'année dernière sur l'hydrogène et le CO2. Ouais, peut-être juste pour compléter, donc côté gouvernemental, on a besoin de capture et de stockage de CO2 pour les procédés industriels pour atteindre la neutralité carbone. C'était le cas dans la précédente SNBC et l'équilibre, je pense, ne changera pas fondamentalement. En revanche, pour produire de l'hydrogène, là, on est bien plus réticent à utiliser de la capture de CO2 sur du CH4. En tout cas, il n'y a pas de soutien public qui est envisagé. Et notamment, on voit dans les débats sur la place du gaz en 2050, il y a beaucoup d'acteurs qui poussent pour avoir éventuellement du CH4 de synthèse qui est fait à partir d'hydrogène. On ne peut pas avoir d'un côté du CH4 de synthèse qui est produit à partir d'hydrogène et en même temps faire de l'hydrogène toujours à partir de CH4 et stocker du CO2. Sinon, ça devient un travail de Shadok et je pense que collectivement, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt sur une trajectoire aujourd'hui où on ferme la porte à l'hydrogène produit à partir de CH4 et de CO2 en France et que dans le panel des possibles, il peut y avoir un peu de méthanation qui est fait, d'où l'importance de la stratégie hydrogène électrolytique. En tout cas, je pense que là-dessus, il faut avoir une question de cohérence. On ne peut pas chercher à faire les deux en même temps. Bien, je pense qu'on va terminer puisque nous sommes arrivés à la fin. On me fait signe, donc on pourra parler en aparté par la suite. Mais en tout état de cause, je voudrais remercier tous les panélistes et je pense que nous sommes tous d'accord pour reconnaître que la géopolitique du gaz comme de l'énergie, c'est une affaire de moyen et de long terme, qu'il faut trouver les compromis nécessaires parfois dans le court terme, y compris par l'utilisation de gaz de schiste à court terme. C'est un passage obligé, mais ça doit nous encourager à développer plus fortement les gaz renouvelables qui, à terme, devront devenir beaucoup plus importants dans notre mix. C'est un élément très important et je pense que nous avons des atouts pour réussir à desserrer les taux géopolitiques qui pèsent sur nous et sortir par le haut plus vite et plus fort. Merci beaucoup à tous. AFG. Ensemble, transformons l'énergie.